Bonsoir à tous. Notre invité est l'arrière, arrière, 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 petit-fils du fondateur de l'entreprise qu'il dirige. Et je vous assure, j'ai décompté génération après génération. Et voilà le décompte auquel je suis parvenu. Jean-Louis Chave, bonsoir. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Vous êtes aux commandes, en effet, du domaine viticole éponyme, Chave, créé en 1481, Cise à Mauves, en Ardèche. Quelques chiffres pour le définir. 2 appellations, Hermitage en blanc et rouge et Saint-Joseph en rouge. Hermitage, c'est 125 hectares détenus à 90% par 5 vignerons. Vous-même en possédez une trentaine. Vous guidez un corps social de 30 salariés en continu qui grimpe à 60 d'avril à juillet et qui assure une production d'environ 100 000 bouteilles par an. Et n'en cherchez pas, aucun flacon n'est jamais disponible. Tous sont vendus à l'avance, 60% à l'export, 40% auprès de quelques heureux cavistes, de très fidèles particuliers. Et bien sûr, chaque appellation figure sur les cartes des plus grands restaurants de la planète. Des flacons, disons-le, difficilement accessible au commun des mortels, puisque le prix d'un Hermitage rouge débute vers 350-400 € et dépasse les 2000 selon les cuvées. Voilà pour les chiffres, mais le plus important est ailleurs. Quiconque a eu le privilège, certains disent l'honneur, de déguster l'un de vos Hermitages le confirmera. Dans les mains du vigneron, dans le savoir-faire artisan multiséculaire, dans l'histoire de cette maison riche de 7 générations, domine une magie qui ne peut pas être réduite à aucun autre critère que celui de l'émotion. Le domaine Chave est la preuve vivante qu'on peut être en même temps, comme diraient certains, petit et immense, simple et envié, local et planétaire. Jean-Louis Chave, votre parole est rare parce que vous ne cherchez ni la lumière à titre personnel, ni à communiquer, puisque la renommée de votre domaine s'en charge toute seule. L'essentiel de votre temps, vous pouvez donc le consacrer au travail de la terre, des raisins, de la vinification, car votre métier, c'est avant tout celui de la main et celui du palais, c'est donc celui d'un artisan. C'est le plus bel héritage que vous a laissé justement cet immense, cet impressionnant héritage familial, le travail de la terre. Oui, en fait, bon, vous l'avez. L'histoire semble longue, mais elle était assez simple aussi. Hein. Donc, en effet, je suis la 16e génération. Assez facile de transmettre quelque chose qui vaut pas grand-chose, hein, il faut le dire, puisque ces exploitations, c'était des fermes, hein, qui se sont transmises, souvent à l'aîné de la famille, qui n'était pas forcément le mieux loti, il faut le dire. Mais il en fallait bien pour que l'histoire puisse continuer. Donc après, il est vrai que dans notre métier, on est ce que l'on est parce que l'on a. Donc il y a une grande modestie puisque on est ce que l'on est par rapport à ce patrimoine viticole. Donc voilà, ben maintenant notre travail, c'est de faire en sorte que ce geste perdure et que ce terroir, et que ce grand terroir qui nous dépasse puisse continuer à vivre. Ce poids de l'héritage, c'est 16 générations au-dessus de vous. Est-ce que parfois vous le sentez? Pèse-t-il au moment d'arbitrer, de renoncer parfois à des arbitrages? Comment ça se passe? Est-ce que vous le percevez, ce poids-là? Je pense que c'est tout d'abord un métier de passion. Et donc, en fait, c'est ce que je dis souvent, on peut transmettre un geste, ou tout au moins j'espère d'y arriver, de transmettre le geste. Ce qui sera beaucoup plus compliqué, c'est de transmettre une passion, puisqu'une passion, c'est très personnel. Et comment arriver à pouvoir transmettre cette passion? On va y venir justement, parce qu'on évoquera justement vos enfants qui sont adolescents aujourd'hui, qui forcément se posent des questions, sont un âge charnière. Justement, nous y reviendrons. L'histoire pluriséculaire de votre maison a traversé des épreuves nécessairement. Alors des épreuves aux causes exogènes, on pense à des épidémies, on pense aux problèmes climatiques, on pense aux guerres, sans doute aussi des épreuves de famille. À quel moment le domaine s'est-il trouvé peut-être en péril? Et de quoi avez-vous éventuellement peur aujourd'hui ou demain, justement, pour ceux qui vous succéderont?
Bon, bah alors voilà, l'histoire, c'est ce que je disais, c'est l'histoire d'un grand cru, hein, qui est l'Ermitage. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le grand cru n'est pas démocratique, en fait. Ça a toujours été ça a toujours été un fait. Ce qui fait que le grand cru appartenait soit aux seigneurs. Il y a une révolution qui n'a pas changé grand-chose. Hein. C'est des notables, des bourgeois qui ont pris la suite, ou soit l'Église. Voilà, alors l'histoire de ma famille est quand même différente, puisqu'elle a commencé dans le vin, certes, mais du côté ardéchois, pas dans le grand cru qui était l'Ermitage, puisque par définition, nous étions de simples paysans et les portes de l'Ermitage étaient fermées. Donc l'accident de l'histoire majeure qui a été catastrophique pour notre famille, bien sûr, c'est qu'au bout de 350 ans d'histoire, il y a eu un petit insecte qui est arrivé des États-Unis, qui s'appelle le phylloxéra et qui a dévasté à peu près en 1870, 80, 90, qui a mis pas longtemps à dévaster le vignoble français, et donc toute une histoire viticole, sans que les gens à l'époque, ces vignerons, sachent même ce qui se passait vraiment. Voilà, donc ça a été une tragédie. Alors la morale de l'histoire, c'est que dans ces périodes de crise, il peut y avoir des opportunités, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a permis à la famille de rentrer dans ce qui semblait être inaccessible, ces coteaux et ce vignoble de l'Ermitage, où les seigneurs et les bourgeois de l'époque y partaient suite à cette crise phylloxérique, et puis suite à une autre révolution industrielle, j'allais dire, une autre révolution, la révolution industrielle, où ces grandes familles fallait entreprendre, et dans les métiers de l'époque, c'est-à-dire la soie, le cuir, le papier et autres. Et si elles n'avaient pas choisi de ce chemin-là, eh ben, elles se sont appauvries. Voilà. Vous parliez des États-Unis, d'un insecte, d'un fléau venu des États-Unis. Il y en a un autre qui vient des États-Unis, en tout cas qui devrait prendre ses fonctions le 20 janvier prochain. Et pourquoi je vous pose la question? Parce que les États-Unis sont le premier pays d'exportation pour votre domaine. La nomination de Trump, la victoire de Trump pose un problème, affole même la filière viticole. Comment allez-vous réagir? Non, mais en fait, on parle de... On rappelle que la barrière, il promet justement une barrière oui, après, douanière très importante. Après, bon, bah ça, c'est pas le premier tarif qu'on connaît dans le vin, puisque bon, c'est vrai que le marché américain, c'est le gros marché des vins français. Après, il y a la Chine où il y a plus de 80% de taxes sur les vins. Il y a l'Inde où il y a peut-être 200% de taxes sur les vins. Donc, c'est pas les 10% ou les 20% que va mettre l'administration Trump qui va trop nous inquiéter non plus. De toute façon, à notre niveau, c'est pas ce qui va vraiment changer les choses. C'est une préoccupation sûrement, mais pas bien plus que ça non plus. Votre région est riche de grands restaurateurs. Certains sont vos amis, j'en retiens trois. Anne-Sophie Pic, Régis Marcon et Michel Troisgros. Tous 3 étoiles Michelin. Anne-Sophie Pic a opté pour une stratégie de développement à l'international, un développement mondial qui l'a conduit depuis Valence à opérer aujourd'hui à Lausanne, à Londres, à Dubaï, à Hong Kong ou à Singapour. Michel Troisgros et Régis Marcon, eux, ont fait le choix de rester sur leur terre, l'un près de Roanne et l'autre à Saint-Bonnet-le-Froid. Vous aussi, vous avez fait le choix de demeurer à Mauves, alors qu'on l'imagine, vous avez été ultra sollicité pour planter ou vinifier, que ce soit en Californie ou en Afrique du Sud. Est-ce que ça correspond quelque part à une sorte de philosophie entrepreneuriale, ce choix de rester plutôt que de se développer? En fait, c'est de maintenir un patrimoine, patrimoine viticole. Et ce patrimoine viticole, c'est le sens même de cet artisanat. C'est-à-dire que pour nous, il faut savoir où se lève le soleil, où il se couche, quoi. C'est-à-dire c'est la lumière sur la colline et autres. C'est toute cette expression qu'on essaye de retransmettre au travers d'un vin. Et alors, il peut y avoir
vignerons qui entreprennent, ça c'est sûr. Nous, on doit juste entreprendre pour que l'histoire puisse continuer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... aller ailleurs, il y a un sens de business, il y a un sens d'affaires, mais il n'y a pas un sens par rapport à notre histoire. Donc c'est vrai qu'on est très local, et d'ailleurs ma génération a son histoire, ça a été de se développer en fait à côté de chez nous, à redonner vie à des coteaux abandonnés suite au phylloxéra qui n'avaient pas pu être replantés, où ma génération a œuvré pendant de longues années pour remettre la vigne à sa place où elle avait disparu. La rareté et le prestige de vos bouteilles les expose justement à la spéculation. Pareil pour le foncier. Alors je sais qu'il y a très peu de ventes, de cessions de terroirs justement dans votre région. Il est difficile de savoir, mais j'imagine que la valeur d'un hectare d'Hermitage doit être relativement élevée. Et donc vous êtes nécessairement aussi sollicité. Comment, vis-à-vis des bouteilles comme vis-à-vis des terrains, comment faites-vous pour lutter justement contre les spéculations? En fait, le problème de notre histoire, c'est que notre outil de travail est patrimonial, en fait. Et c'est un patrimoine qui est de plus en plus valorisé, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Grand Terroir, il est unique. C'est le propre de l'immobilier. C'est l'endroit le mieux placé, hein, mais c'est comme ça depuis les 3000 ans d'histoire viticole sur la colline de l'Ermitage. C'est là et c'est pas ailleurs. Donc il est vrai que maintenant, tout comme un grand cru bourguignon, il est totalement unique. Et donc il y a le monde entier qui peut s'y intéresser d'un point de vue patrimonial. Alors le problème, c'est lorsque on veut faire en sorte que la bouteille corresponde à la valeur du foncier. Donc on arrive sur des sommes totalement aberrantes, alors que le propre du vin, pour qu'il existe, c'est qu'il soit bu. Et donc notre travail, c'est de faire en sorte justement d'échapper le plus possible à cette spéculation, puisqu'il n'y a pas que les milliardaires qui peuvent boire du vin. Ils n'ont qu'un foie, ils n'en ont pas 36 non plus. Donc l'idée, c'est de faire en sorte, le grand vin, bien sûr, il est rare, etc., mais il doit être accessible. Et puis pour que l'histoire continue, il faut qu'il soit consommé, il faut que ça puisse intéresser des jeunes générations. Ça, c'est une grande question. On nous parle souvent du réchauffement climatique, en effet, qui n'est pas notre... Alors qu'on vit constamment avec la nature, il n'y a rien qu'on n'a pas déjà vu dans notre histoire. Donc il y a une interrogation par rapport au changement climatique. Mais d'un autre côté, la nature s'adapte aussi. Ça, on en est témoin au quotidien. Donc c'est quand même le côté positif. Non, après, c'est qui va cultiver la vigne. Hein, ça, c'est une vraie question. Pardonnez-moi, je reviens au réchauffement climatique. Comment justement vous adaptez-vous? Je vais prendre un exemple moi, qui m'a marqué. Il y a quelques temps, je visitais Château-Ozone et la jeune propriétaire me montrait un coteau sur lequel il venait de planter de la syrah. Pour compléter les cépages traditionnels qui sont le Cabernet Franc et le Merlot. C'était la première fois depuis, vous l'imaginez, des siècles, et tout ça parce qu'ils avaient le souci justement de lutter contre les conséquences de réchauffement climatique. Vous parlez de vous adapter. Comment concrètement vous allez vous adapter? Alors c'est là où je suis peut-être pas trop à ma place dans un parterre d'entrepreneurs, mais c'est pas notre but, c'est pas on s'adapte par notre travail, mais on s'adaptera pas en changeant notre histoire en fait. C'est-à-dire qu'on ne remettra pas en question une histoire qui est vieille de... Voilà, je parlais des 2 à 3 000 ans d'histoire sur ces coteaux de l'Ermitage, où c'est toujours le même Syrah. C'est pas ma génération qui va changer un petit peu cette histoire-là. Donc on est prêt à accepter qu'il y a un début et qu'éventuellement il y a une fin. Donc au contraire, on portera le geste, on mettra au point le geste, l'attention, le travail nécessaire pour que l'histoire puisse continuer sans changer, j'allais dire, quoi que ce soit. Et c'est ce que je disais, là où c'est plein d'espoir, c'est que le vignoble va s'adapter. Donc on n'est pas à changer de cépage, on n'est pas allé à
aller chercher des expositions que l'histoire nous avait pas données. On reste sur ce grand cru jusqu'au bout. Hein. Justement, vous me disiez, quand on a préparé le débat, vous me posiez cette question, qui sera là pour faire le geste? Et bien sûr, Ouais. cette question, vous la posez vis-à-vis de vos enfants, qui ont 16 et 18 ans, qui sont, comme je disais, un âge un peu pivot, un peu charnière, puisqu'à la fois, ils sont déjà dans l'entreprise depuis qu'ils sont nés, et en même temps, ils peuvent s'ouvrir à d'autres possibles. Que leur dites-vous? Et est-ce qu'il y a au fond de vous la crainte que finalement aucun des deux ne vous succède? Et quelque part, quand je parlais de l'héritage, de ce poids de 16 générations, que peut-être un jour cette chaîne se brise? Oui, mais ça, je pense qu'on l'intègre totalement. Ça fait partie de notre philosophie. C'est ce que je disais. Il y a eu, bon, on a peut-être 500 ans d'histoire, mais sur les 3000, si vous voulez, c'est pas. Donc, on peut imaginer une fin par le climat, mais encore une fois, c'est pas le climat qui me tourmente. On parlait tout à l'heure de nouvelles technologies, de ci et de ça qui s'appliquent absolument pas à notre travail. Donc, je veux pas être un musée non plus, mais c'est vrai qu'on dépend, ces bouteilles, ces vins dépendent du geste, qui sont le même geste qui était déjà appliqué de nombreuses années avant nous. Donc la grande question, c'est qui mettons au bout du manche de pioche, de la pioche, si vous voulez. C'est ça la grande question, qui est totalement décalée par rapport à notre époque, mais qui peut avoir un sens aussi. On peut espérer qu'une nouvelle génération se trouve là pour d'autres raisons. Des gens qui ne sont pas forcément à rentrer dans la grande course. Si vous voulez. Il y a un mot, on l'a évoqué tout à l'heure dans la première table ronde avec les invités d'Ingrid, c'est un maître mot aujourd'hui dans notre économie contemporaine, c'est le mot innovation. J'ai justement l'impression que chez vous, c'est un terme qui n'est absolument pas prépondérant. Non, alors je ne peux pas m'enfermer. Si vous voulez, une belle tradition, pour vivre, elle doit intégrer, elle ne vit pas dans le passé, donc elle doit intégrer l'avenir aussi. Mais l'innovation telle qu'on peut l'imaginer s'applique très peu, voire pas dire pas du tout, mais sûrement très peu à notre mode de production. Voilà. Alors elle peut exister sur les marchés où on va parler, on va dématérialiser la bouteille de vin en créant on vendra des NFT, on vendra mais bon, il y a des modèles comme ça qui sont présents, mais je pense que les gens font de même, aiment bien avoir du moins j'espère, leur bouteille dans leur cave. Je reviens à la spéculation. Que vous inspire l'intérêt soudain, depuis quelques années, d'entrepreneurs ou de stars pour les grands domaines viticoles? Parce que ça participe, ça évidemment aussi, à la spéculation et à l'enchérissement de la valeur des terres. On en revient toujours au patrimoine, en fait. Et ça peut être comme ça. Donc, par rapport à ça, si, on peut en parler d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans notre grande histoire, le grand terroir appartenait au seigneur, voilà, ou à l'Église. L'accident de l'histoire, c'est que des paysans comme nous ou comme d'autres ont pu avoir accès à l'inaccessible, c'est-à-dire à ces grands terroirs. Maintenant que les seigneurs de maintenant s'intéressent au patrimoine viticole, c'est totalement logique. Et j'allais dire presque au contraire, c'est logique. Après, il faut qu'ils soient seigneurs jusqu'au bout, en intégrant ce fameux temps long, avec toute une philosophie que la nature peut nous inculquer et peut nous. Donc c'est un petit peu ces choses-là, mais en soi, je pense que c'est totalement normal qu'ils s'y intéressent. Ce temps long dont vous parlez, qui est bien sûr qui est la pierre angulaire des entreprises familiales, qui les distingue bien sûr des autres. Mais dans votre cas, j'allais aussi parler d'un autre critère qui est la météo, qu'on ne maîtrise pas. Donc vous êtes aussi, voilà, vous dépendez complètement de facteurs que vous ne contrôlez pas. À une époque, en fait, nous sommes dans ce qu'on appelle le technosolutionnisme, où on imagine qu'on peut tout contrôler.
Cette dépendance à ce qu'on ne contrôle pas, ça apprend quoi en premier lieu? L'humilité peut-être? Ça, totalement, mais ça, je crois que c'est le propre de l'agriculture en général, c'est de dépendre du climat. Et c'est vrai que l'homme est de moins en moins apte à appréhender l'incertitude et ce que la nature peut nous imposer. Donc elle nous donne beaucoup, mais elle peut reprendre facilement ce qu'elle a donné. Et donc c'est un élément à intégrer. C'est pour ça on parlait d'entreprise où c'est pas tout à fait une entreprise dans la mesure où on dépend aussi de la nature en fait. Donc il n'y a pas que les taxes de Trump, il y a aussi la générosité, pas de la nature. Donc en fait c'est ça le fondement en fait de ce métier, c'est de considérer cette nature et de la respecter et de prendre ce qu'elle nous donne, mais avec la philosophie de pouvoir perdre. C'est l'heure de conclure. J'aimerais d'abord vous remercier au nom de tout le monde ici, d'abord d'être venu, bien sûr, mais aussi d'être venu avec 20 caisses d'Hermitage 2000. Et j'aimerais que, rien que pour ça, vous applaudissiez Monsieur Chave, hein, pour sa générosité. Voilà. Petite question, petite anecdote. Quel est l'âge de la plus ancienne bouteille dont vous disposez encore aujourd'hui? Alors je veux dire qu'il y a une génération qui en a perdu la trace. Donc elle est fin des années 1800. Bon, il est vrai que c'est le départ des mises en bouteille, puisque les vins au préalable n'étaient pas mis en bouteille, étaient commercialisés en fût et voyagés en fût. Mais depuis les débuts des années 1900, on a tous les beaux millésimes, en tout cas. Ouais. Fin 19e, c'est d'ailleurs l'époque où, pour la première fois, la Maison Chave s'ouvre à l'export. C'est un petit peu à cette période-là. C'est ça, ouais. Avant que ça soit la Maison Chave, c'est l'Ermitage, en fait, qui s'était ouvert à l'export. Ouais. Merci beaucoup, cher Jean-Louis Chave, pour ce témoignage. Bonsoir à tous et bienvenue au Sucre pour cette étape lyonnaise de Family et Business que nous sommes évidemment ravis d'accompagner. Alors la thématique de notre soirée, la voici, c'est la Family Business Nation. Donc je suis sûre que vous aurez remarqué le clin d'œil avec la Startup Nation. On en parle ce soir avec notre panel d'invités. Bonsoir à tous. À mes côtés, Pascal Tapissier, vous êtes directeur du réseau France Sud-Est à la Banque Palatine. Tout à fait. Bonsoir à tous et ravi d'être parmi vous ce soir. Alexandra Mathiolon, à vos côtés, vous êtes présidente directrice générale de Serfim. Bonsoir à toutes et tous. Pierre-Henri d'Entresang, donc vous aussi vous incarnez cette Family Business Nation puisque vous êtes le coprésident de d'Entresang, comme votre nom l'indique. Bonsoir à tous. Et Alexandra Rosenthal, vous êtes notaire ici à Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être avec nous. Alors ma première question, elle est un peu pour vous, Pierre-Henri d'Entresang, pour rebondir sur cette notion de Family Business Nation. Est-ce qu'il y a un antagonisme avec la Startup Nation? Est-ce qu'il y a un petit coup de balai à effectuer ou peut-être, j'en sais rien, une vision différente des forces économiques du pays à avoir? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Startup Nation, mais je crois sincèrement que les startups sont nécessaires dans l'écosystème, parce que c'est l'innovation. Et par ailleurs, j'ai apporté l'innovation dans l'entreprise familiale en 2010-2012, donc j'y crois fortement. Donc je ne vais pas non plus dire que c'est la fin de la start-up, c'est très important. Néanmoins, la start-up, l'innovation, c'est synonyme aussi de pérennité. Et la pérennité, on le retrouve dans les entreprises familiales. Donc c'est pas si éloigné. Mais on pourrait mettre un peu plus en avant les entreprises familiales, cette Family Business Nation, qui est très importante parce que c'est la richesse d'une nation. Je crois beaucoup dans les entreprises familiales. Les PME doivent devenir et doivent avoir l'ambition de devenir des ETI. Nous en avons beaucoup besoin en France. Et il est important, je crois, j'en suis convaincu, qu'elles soient pérennes et qu'on soit très attentif à ce que ces entreprises perdurent dans le temps et se transmettent de génération en génération.
Donc pas trop d'antinomisme, mais finalement une complémentarité nécessaire. On va en parler évidemment beaucoup de cette notion de transmission, mais avant de s'intéresser à comment faire le passage de relais, peut-être un mot justement sur ces nouvelles générations que vous incarnez aussi tous les deux aujourd'hui. Peut-être un mot, Pascal, de votre point de vue. Qu'est-ce qu'elles apportent, qui est un peu externe justement, qui était aussi l'idée de vous interroger vous plutôt que de leur demander à eux pourquoi ils sont super. Peut-être vous demander à vous pourquoi ces nouvelles générations, elles sont intéressantes aujourd'hui et qu'il y a peut-être un momentum, comme on aime bien le dire en finance, avec un alignement des intérêts. Alors, tout d'abord, je crois que le contexte, mais en tout cas celui que je perçois, celui dont je suis convaincu, c'est qu'on est dans une forme de changement de cycle qui est majeur, hein, avec ces transitions énergétiques, climatiques, environnementales, sociétales qui sont là et qui nous amènent à nous projeter pour essayer de construire un futur désirable. Les atouts des ETI, en général, on l'a dit, ça a été, ça demeure, et je suis convaincu ça restera, ce qui a été dit, c'est cette vision, cette capacité à s'inscrire dans le temps long. Et l'atout plus particulier de cette nouvelle génération, pour moi, il y en a deux. Il y a le premier, c'est que cette nouvelle génération, elle s'est développée, elle s'est construite dans une révolution technologique, numérique, digitale, elle baigne dedans, elle est totalement à l'aise avec tous ces outils, et on voit aussi ce qu'il faut faire aujourd'hui en intégrant l'IA. Et puis, elle a un deuxième atout, c'est qu'elle s'est aussi construite, développée dans ce contexte de transition et qu'elle a vraiment à cœur, elle a la responsabilité de peser sur l'environnement et de faire en sorte que par ses actions, elle a une influence favorable. Pour preuve, toutes ces entreprises qui aujourd'hui prennent le statut d'entreprise à mission. Donc juste pour conclure sur ce point-là, il y a un philosophe, Henri Bergson, qui disait « L'avenir, ce n'est pas ce qui va se passer, mais c'est ce qu'on va en faire ». Et moi, de ce que je vois, je suis convaincu que ces nouvelles générations, elles vont amplifier les réussites des générations précédentes. Bon, cette génération, elle est formidable, tout le monde est d'accord. Néanmoins, se pose quand même la question effectivement de son arrivée aux commandes des entreprises. Donc là, entre ce souhait, ce désir ou cette pratique positive de la faire monter aux rênes des entreprises et puis la réalité, est-ce qu'il y a vraiment une arrivée à la tête des entreprises familiales de cette nouvelle génération? Alexandra Rosenthal, là je m'adresse à vous, puisque vous aussi vous avez ce statut un peu d'observatrice de cet écosystème. Oui, c'est un peu la question du timing en fait de la transmission. On a deux grandes tendances en fait sur ce sujet. La première, c'est qu'on a quand même des entreprises familiales qui se préparent de plus en plus en amont à la question de la transmission, mais de la transmission choisie. C'est vraiment différent de la transmission subie. La transmission choisie, on a un petit peu deux phases. On a la phase où on transmet juridiquement et fiscalement l'entreprise. Ça, c'est classique, ça se fait assez facilement. Et parfois, en fait, les entreprises familiales ont tendance à croire que ça y est, c'est fait, c'est fini. Mais non, c'est là que débute la phase la plus difficile, qui est comment je transmets le pouvoir de décision, en fait. Et il y a un vrai travail sur cette deuxième phase cogénérationnelle, en fait, à faire. Et souvent, il est difficile et long. Et je pense qu'il ne faut pas que les entreprises familiales hésitent à se faire accompagner sur ce sujet parce que trop souvent, elles se lancent seules dans ce processus qui est quand même très compliqué parce qu'on a de l'émotionnel, de la stratégie, de l'opérationnel, on a beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un petit peu la première tendance que l'on voit, un manque d'accompagnement sur cette deuxième phase. Et puis la deuxième tendance, c'est vraiment une absence totale de préparation à la transmission subie. Et pourtant, en fait, c'est hyper important pour la pérennité des entreprises, c'est gérer le risque décès, incapacité, divorce des associés ou dirigeants familiaux. Et ça vise tant la G1 qui n'a pas commencé à transmettre que la G2 qui a commencé à recevoir la transmission. Donc voilà, un petit point d'alerte sur cette transmission subie qu'il faut vraiment préparer. Vous parliez de cogénération, ça a été le cas pour vous, pour justement mettre en place votre transition, Alexandra Mathiolon? Alors oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a effectivement une transition qui est terminée, mais qui a effectivement, comme le disait Alexandra, été vraiment anticipée avec, voilà, depuis déjà un certain temps, avec parfois les premières étapes plus naturelles qui peuvent être plutôt réfléchies pour des raisons fiscales, financières. Et puis un travail qui a été fait petit à petit, mais du coup déjà bien 10 ans avant que mon père avait à peu près fixé sa date de départ. Il voulait complètement avoir terminé, il vient d'avoir 70 ans précisément.
Et effectivement, le point clé pour moi, c'est bien sûr l'anticipation. C'est ce qu'on a fait, à la fois un accompagnement personnel pour mon père, mais aussi familial, pour vraiment justement prendre en compte cette dimension financière, mais aussi bien sûr juridique, et puis bien sûr tout le volet émotionnel pour définir un pacte familial. Donc ça, moi je suis arrivée dans le groupe en 2018, et donc on a fait ce travail en 2019 collectivement avec donc mes deux sœurs. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Et donc dans cette transmission, ce qui était important, c'est aussi de passer des étapes aussi sur la dimension opérationnelle, avec un accompagnement pour justement être sûr de passer les étapes. Nous, globalement, l'entreprise, aujourd'hui, c'est près de 3000 personnes et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une volonté forte de maintenir l'indépendance du groupe, avec un actionnariat qui est familial et salarial, et des enjeux diversifiés. Et donc, du coup, cette transition, elle s'est passée de manière fluide. Et ce que je soulignerais, d'autant plus facilement qu'il n'est pas là, c'est vrai que c'est aussi l'état d'esprit de celui qui laisse la main qui est quand même clé. Et en tout cas, ne pas vouloir faire les années de trop, savoir partir. Mon père est plus dans les bureaux, et c'est vrai qu'on a de nombreux exemples où parfois ça traîne un peu. Et alors ma question, elle est un peu la même pour vous, évidemment, Pierre-Henri d'Entresangle, et surtout peut-être comprendre un peu plus comment ça se passe d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire à quel moment est-ce que vous commencez à imprimer votre marque sur la stratégie de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des passages clés ou des virages dans l'entreprise à ne pas rater? Oui, donc le schéma est assez similaire avec Alexandra, puisqu'on a démarré cette réflexion il y a un début des années 2010, donc il y a maintenant presque 15 ans finalement, où on s'est dit, ma sœur et moi, quelle serait la holding de demain, la holding familiale, à quoi ressemblerait-elle selon notre point de vue, complètement décorrélé de ce qui est fait aujourd'hui. Donc on avait commencé à écrire, voilà, j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça, qu'on soit à l'international, etc. On a laissé ce sujet reposer finalement, et puis au fil de nos expériences, de notre âge qui avançait, de notre prise de confiance aussi, réciproque, ça c'est important de le souligner, on a intégré la holding familiale, pour ma part en 2010, pour ma sœur un petit peu plus tard. On a acquis de l'expérience, du savoir-faire, de la confiance en soi, et puis on a construit ensuite un projet familial qui s'est décliné en un projet d'entreprise. Donc le projet familial, c'est l'alignement avec des valeurs communes, un socle commun, un projet commun. Et le projet d'entreprise, c'est la déclinaison de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons être, et comment entreprendre et comment développer cet ADN familial, entrepreneurial. Et donc, au fil des étapes, on a construit finalement, sans le savoir, notre projet d'entreprise. Et l'événement qui a amené une transmission générationnelle, c'est celui de la réflexion de la transmission subite. Puisque dans notre family board, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passerait s'il venait un événement subi et contraint? Et là, on s'est dit, ça a commencé à allumer des lumières au niveau générationnel. Et là, on a commencé à écrire des choses de manière un peu plus précise. Et ça a abouti à une transmission qui s'est opérée en juin dernier. Donc ma sœur et moi co-présidons maintenant la holding familiale, et mon père est plus en retrait des affaires quotidiennes. On parlera de toutes ces sœurs que vous avez, de ce qu'elles peuvent faire dans l'entreprise. Un mot encore, mais peut-être avec une vision un peu plus économique sur cette phase de transmission. Quels sont peut-être les besoins, là on parle vraiment de l'entreprise dans ces moments-là, en termes d'accompagnement, en termes de financement. Et est-ce qu'il y a aussi des grandes lignes ou des priorités que vous observez de la part de ces nouvelles générations? Alors, dans la première partie de la réponse, sans surprise, bien sûr, sont les besoins de financement, d'accompagnement. Alors, dans le cadre de transmission intrafamiliale, on voit que ce sont des opérations qui, du point de vue de la partie endettement, sont en général très, très prudentes. Donc, pour un banquier, c'est très agréable de participer et de faire en sorte que ces entreprises se transmettent. Et puis, à côté de ça, il y a le financement global des projets de l'entreprise.
Donc ça, c'est la première partie, c'est le rôle un peu primaire de banquier. Et puis, au niveau de la Banque Palatine, on considère qu'on a aussi un rôle important que l'on souhaite, voire une responsabilité que l'on souhaite jouer. C'est dans le cadre de ces transmissions et de ces nouvelles générations qui prennent la main, c'est de jouer le rôle de connecteur entre ces entreprises, entre ces ETI, faire en sorte qu'elles puissent partager, échanger sur leurs bonnes pratiques, sur leurs clés de succès, sur leur réussite. Par exemple, à notre niveau, on a signé il y a très récemment un partenariat national avec KPMG sur la thématique de la finance durable. Et l'objectif, c'est de permettre, sur cette thématique importante, de créer des sortes de forums d'échange dans lesquels il y aura des sachants, les sachants n'étant pas que KPMG, mais les sachants étant aussi les diverses entreprises qui vont y participer. Donc être force de proposition. Et je remercie d'ailleurs à cet effet Alexandra Mathiolon, puisque le premier événement de la sorte que nous allons mettre en place en 2025 se tiendra en partenariat et grâce à Alexandra et Serfim. Parce que c'est une de vos priorités, justement, cet aspect de durabilité? Alors tout à fait, effectivement, dans la transmission, et donc on va dire les changements qu'on a souhaité opérer, c'est d'être vraiment dans un changement dans la continuité, parce qu'il y avait déjà beaucoup de valeurs qui nous parlaient. Après, j'ai souhaité vraiment accélérer sur un certain nombre de thématiques, aussi sur la dimension sociale qui est aussi très importante, et puis notamment sur les enjeux de prévention et de sécurité qui sont aussi importants dans nos métiers des travaux publics. Et effectivement, avec un engagement très fort pour ma part, de par mon parcours, sur la question de la durabilité, de la transition environnementale. Et ça a permis de poser certaines choses déjà en m'engageant auprès de la Convention des entreprises pour le climat, qui est une initiative qui m'a beaucoup marquée et qui m'a permis finalement de pousser le niveau d'engagement sur ces sujets, en définissant notre raison d'être, en poussant les curseurs et en repensant parfois nos modèles économiques et puis en poussant finalement nos missions profondes. Et parfois, c'était finalement mettre en avant nos métiers historiques qui étaient pertinents autour de missions clés que sont la transition énergétique, la préservation de la ressource en eau, limiter l'épuisement des matières premières, régénérer la biodiversité ou encore renforcer la résilience de nos infrastructures. Ces sujets aussi d'ailleurs qui touchent à la technologie et comment la mettre au service des transitions, elles permettent finalement de présenter nos métiers différemment et d'aller pousser notre stratégie, parce qu'on est bien là-dessus. On est à la fois dans la transformation de notre impact. Donc évidemment, là, on peut faire un petit écho au sujet du moment pour beaucoup d'entreprises qu'est la CSRD, donc cette directive européenne que je vous invite à découvrir si vous n'êtes pas encore dessus, mais qui permet de regarder l'impact évidemment de nos activités, les risques, mais aussi les opportunités. C'est vrai que là, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de sujets très pertinents qui projettent d'autant plus nos métiers dans l'avenir, et ça fait écho à ce qu'on a dit en tout début. Ce qui est important dans les entreprises, notamment familiales, c'est cette notion de temps long. Et là, on peut porter ses convictions justement encore plus fort avec cette vision-là. Alors justement, si on parle de bâtir une family business nation dans le temps long, vous avez repris l'entreprise familiale. Parfois, il n'y a pas d'enfants ou de générations suivantes qui ont envie de reprendre. Est-ce que ça, c'est pas un risque aussi ou un moment crucial, Alexandra Rosenthal, avec le risque de perdre un peu ce tissu d'entreprise? En fait, je pense que la Family Business Nation, c'est avant tout des entreprises qui vont survivre et prospérer. Et je pense qu'il ne faut pas effectivement faire le choix d'un modèle ou d'un autre. C'est plutôt une réflexion qu'il faut avoir au niveau des entreprises familiales sur ces questions de stratégie future. Est-ce que, en fait, tout simplement, quelle stratégie on veut pour le futur de l'entreprise? Quelles ambitions? Est-ce que faire rentrer des tiers au capital ou à la gouvernance est une opportunité? Et est-ce que la nouvelle génération sera aussi capable, en fait, de relever le défi? Et effectivement, comme vous le disiez, dans certains cas, ça se soldera par la cession à un tiers. Parfois, ça sera tout simplement la meilleure solution pour l'entreprise. Et dans ce cas-là, est-ce que l'entreprise familiale se termine? Je ne pense pas, en fait, justement. C'est là qu'il faut que devrait s'engager systématiquement, en fait, une réflexion autour de quelle est la vision future familiale. Est-ce que l'entreprise familiale voudrait redévelopper de nouvelles activités opérationnelles, philanthropiques, qui en fait permettront en fait de créer de la valeur pour cette Family Business Nation. On a le cas de Pierre-Henri et sa famille ici. En fait, finalement, on a vu que la cession de l'activité historique familiale, elle n'a pas mis fin à l'entreprise familiale. Et je pense il devrait y avoir systématiquement cette réflexion à mener
parce qu'on pense trop souvent que la cession de l'activité historique, elle est synonyme de fin de l'entreprise familiale. En fait. Dans toutes ces phases un peu cruciales, et encore plus quand on est en ce moment dans un environnement économique qui est assez contraint, quel peut être votre rôle de banquier ou quelles solutions peuvent trouver ces entreprises pour construire demain, construire des positionnements plus durables, des réorientations stratégiques? Le rôle de banquier, c'est quelque part ce que j'ai exprimé précédemment. Hein. Je pense que là où on a d'abord une responsabilité, un rôle à jouer, en tout cas que nous souhaitons jouer, c'est ce rôle de connecteur hein, pour avancer, pour se développer, pour que tout ça se passe au mieux. Il y a quand même la connaissance de ce que fait l'écosystème des entreprises qui est nécessaire. Et puis le deuxième point, c'est tout simplement de bien jouer notre rôle de banquier, de financer tous les projets, et notamment les projets liés, parce que c'est ceux aujourd'hui qui mobilisent le plus d'investissements, tous les projets qui sont liés à cet ensemble de transitions, donc au pluriel. On voit aujourd'hui, chez nous, hein, les financements à crédit à impact, donc crédits qui sont liés à des critères ESG pour améliorer éventuellement la marge des entreprises. C'est à peu près 50% de nos crédits corporate en ce moment. Ce dont on est convaincu, c'est que assez rapidement, on ne parlera plus de crédit à impact parce que ce sera par nature des crédits tous les crédits seront à impact et ils deviendront par nature. Donc c'est ce rôle-là, voilà, d'être très présent sur ces projets liés aux transitions parce que ce sont ceux-là qui seront structurants pour les entreprises et qui leur permettront de continuer à développer, à créer de l'emploi et à dynamiser les territoires dans lesquels elles sont présentes. Alors on parle d'investissement, ça tombe bien parce que c'est justement le virage qu'a pris votre entreprise en cédant les activités historiques pour se réorienter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous financez des entreprises familiales ? Alors oui, effectivement, on a 5 métiers mais qui reposent sur 2 principales activités, l'investissement dans les entreprises, l'accompagnement des entrepreneurs et l'investissement dans le secteur immobilier. Si on regarde les investissements dans les entreprises, effectivement, on s'oriente assez facilement vers des entreprises familiales pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en général, on partage bon nombre de valeurs. La deuxième, c'est qu'on n'est ni les uns ni les autres contraints par le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de notre côté investisseur de rendre de l'argent à d'autres dans un délai écrit à l'avance. Donc on se donne le temps d'accompagner et de transformer les entreprises. Et ça, c'est un projet qui plaît à des entrepreneurs familiaux qui souhaitent céder leur entreprise. Donc forcément, on arrive à bien s'entendre. Le côté un peu, peut-être, le point négatif souvent dans une entreprise familiale, c'est qu'elle n'est pas aussi bien structurée financièrement ou avec ses équipes et dans sa gouvernance par rapport à une entreprise qui a vécu des LBO et des opérations financières structurées. Mais c'est un avantage parce qu'on peut apporter notre savoir-faire et les épauler dans ce projet-là, soit en les aidant aussi à transmettre, parce que parfois il y a des membres familiaux qui sont encore dans l'entreprise, donc à leur trouver la bonne place au bon endroit et qu'ils puissent se projeter dans un nouveau projet entrepreneurial à nos côtés. Donc effectivement, on apprécie beaucoup rencontrer des entreprises familiales et souvent on a ce fit qui se crée. C'est plus facile de faire un dîner et de s'entendre et de se serrer la main à la fin plutôt qu'autour d'une salle de réunion avec des acteurs de la finance qui vont nous parler que de chiffres. Là, on parle de projets, mais on a besoin des banquiers pour nous accompagner. Je vois les gros yeux, mais non, on a besoin de vous, ça c'est sûr. Mais de se projeter dans l'avenir, de créer un projet commun, et c'est ça qui est génial dans les entreprises familiales. Vous avez parlé de gouvernance, on va parler de vos sœurs un petit peu. Donc vous avez une sœur Pierre-Henri, vous avez 2 sœurs Alexandra. Quel rôle occupe-t-elle dans la gouvernance de l'entreprise familiale et comment est-ce que ça se passe entre vous et vos sœurs ? Si je démarre, j'ai effectivement 2 sœurs. Donc déjà, elles ont été impliquées, on va dire, dès le début de l'histoire sur la structuration du projet familial, bien sûr. Et puis aujourd'hui, déjà peut-être avant ça, on s'est toutes formées en gouvernance. C'était important pour nous parce qu'on avait des parcours assez différents. Donc
pour le coup. Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur. Une de mes sœurs a une formation médicale, enfin, elle est chirurgien. Notre sœur a son entreprise de communication et d'événementiel. Et donc, on avait tous voilà, notre expérience, nos compétences, mais pas forcément d'expérience propre en gouvernance. On a pris ce temps-là de se former et ensuite on a commencé à structurer la gouvernance qui était à la base, comme beaucoup d'entreprises en France, et ça a plutôt plu à mon plaire que déplu, avec un autocrate dictateur. Donc c'est ce qu'on apprend en formation de gouvernance. Il l'a beaucoup trop repris, ça lui a bien plu. Et donc du coup, on a passé plusieurs étapes. Une première étape, on va dire une gouvernance un peu purement familiale, et puis là, on intègre des indépendants petit à petit. Donc on sera à mon père en tant que président du conseil de surveillance pour le moment en tout cas, mes 2 sœurs qui en tant que membres du conseil de surveillance et 3 indépendants. Donc chacune est présent en plus, là je parle principalement de la gouvernance de la famille, on a aussi, de l'entreprise, on a aussi une organisation en propre pour gérer, on va dire, le family office sur des sujets immobiliers et plus marginalement d'investissement. Et donc aujourd'hui, on a donc une gouvernance qui est davantage structurée avec leur rôle en tant que membre du conseil de surveillance, mais aussi sur des thématiques spécifiques par rapport à leurs compétences, où je vais davantage échanger avec elles, notamment ma sœur dans la santé sur les enjeux de prévention de santé. C'est vrai que dans la communication, il y a aussi un certain nombre de sujets sur où on projette l'entreprise. Et donc l'idée, c'est d'avancer comme ça, tout en ayant un regard. On a eu besoin personnellement de cette étape peut-être purement familiale pour vraiment, on va dire, monter en compétences. Et aujourd'hui, on est plus organisé, plus professionnalisé pour intégrer des indépendants et répondre aux enjeux de l'entreprise qui a aussi ses propres enjeux. Je parlais de la transition environnementale, les enjeux de sécurité, mais aussi des métiers qui deviennent de plus en plus capitalistiques avec des sujets comme le recyclage qui vont énormément pousser ou encore des sujets on va dire, de transition numérique, avec une certaine dette technique de l'ancienne direction générale, comme j'aime à le dire à mon père régulièrement aussi. Voilà, où on doit investir dans beaucoup de sujets, et nécessairement, c'est important pour moi d'être accompagnée par mes sœurs qui sont peut-être plus en phase, en lien avec ces sujets-là aussi. Chez vous, c'est différent? Oui et non. Mais alors, donc, j'ai une petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. Alors, déjà, le point de base, c'est qu'on s'entend très bien depuis toujours. Donc là, c'est déjà un bon actif de base. Néanmoins, ce n'est pas toujours suffisant pour bien s'entendre dans les affaires. Et ce qui nous a rapprochés de ce point de vue-là, c'est d'avoir travaillé très tôt, comme je le disais tout à l'heure, sur le projet familial et le projet d'entreprise. Donc on s'est inscrits ensemble, et notamment ma sœur et moi, sur qu'est-ce que sera l'entreprise familiale de demain. Et écrivons ensemble ce que nous souhaitons devenir et ce que nous souhaitons être. Donc quand on a écrit ça, ensuite on l'a décliné et que ça s'est développé. Chacun a eu son parcours entrepreneurial. Ma sœur un peu plus avec une fibre et une appétence immobilière, RH, ESG, philanthropie, on va dire. Et de mon côté, avec un tropisme et des expériences digitales, innovation et entreprise, private equity. Ce qui nous a permis de nous faire autoconfiance finalement et de nous retrouver autour de ce projet commun, c'est-à-dire notre feuille de route, notre business plan de la holding que l'on a écrit ensemble, que l'on souhaite porter ensemble, et ce qui a aussi permis à notre père de se dire, voilà, ils ont leurs expériences, ils ont leur parcours, ils s'entendent bien. Donc j'ai confiance dans ces actifs-là, et maintenant on a porté ensemble ce projet et cette feuille de route. C'est à eux maintenant de la décliner et de la diffuser auprès des collaborateurs, puisqu'à la holding, c'est 70 personnes maintenant. Et donc, on a une réelle entreprise qu'il faut animer, développer, et surtout, on s'amuse tous les jours ensemble. Avant de se quitter, peut-être juste un mot pour conclure avec vous, Alexandra Rosenthal. Donc là, ce sont des exemples où évidemment les choses se sont bien passées. Vous nous disiez tout à l'heure en début d'émission, il peut y avoir des divorces, il peut y avoir des accidents de la vie. Est-ce qu'on peut, ou si vous avez quelques conseils pour structurer et anticiper ça ? Oui, alors je pense qu'on peut faire finalement un petit récapitulatif de tout ce qui s'est dit. Je pense qu'une des premières choses qui est très importante, c'est vraiment s'entourer. Je pense que vous pourrez le confirmer, c'est s'entourer vraiment d'experts en fait sur ces sujets et réunir les professionnels de la transmission pour
en fait accompagner l'entreprise familiale dans toutes ces réflexions. Donc, experts comptables, avocats, notaires, banquiers, conseils en gouvernance. On a Family & Co ici aujourd'hui qui est partenaire de la soirée. En fait, c'est vraiment des aides à la réflexion, à la décision qui sont essentielles. Ensuite, on a en fait, Alexandra et Pierre-Henri l'ont dit, toute cette formalisation, formaliser en fait la vision sur laquelle on est tombé d'accord, la vision familiale, et puis la gouvernance aussi. Et enfin, ils l'ont dit aussi, la formation des nouvelles générations sur tous les sujets de l'entreprise en fait, et du chef d'entreprise. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos éclaircissements. On est sur l'une des terrasses les plus connues de Lyon. Je vais vous présenter aujourd'hui 4 des lieux les plus emblématiques de la culture des lieux. Et on commence aujourd'hui par le sucre. On a un des meilleurs systèmes son d'Europe et on a un parc lumière qui est vraiment dingue. Pour les soirées, là vous êtes sûr que tous vos invités vont danser. Puis on peut avoir même des dîners assis, des salons, des conférences. On va aller à une centaine de mètres d'ici, à H7. Alors ce lieu, il a été réhabilité en 2019. En fait, c'est assez neutre, donc on peut tout à fait changer les lumières, le décor. On peut avoir à la fois du format conférence, du format salon, des grands cocktails dînatoires, des soirées plutôt festives avec des concerts. Le H7 est entièrement recouvert de panneaux solaires sur le toit et donc le lieu produit plus d'électricité qu'il n'en consomme. On aime beaucoup travailler ce lieu-là parce qu'il est tout de suite connecté à HIT et je vais tout de suite vous y emmener. Ici, c'est HIT. C'est un lieu qui est aussi bien connu du grand public lyonnais que des clients de privatisation. On a les containers ici dans lesquels on va avoir le meilleur de la street food. Ces containers, ils sont occupés par une communauté de 200 restaurateurs qui sont sourcés par Eating, notre traiteur. On a aussi le labo juste là-bas et enfin l'espace public extérieur dont on peut profiter également. Là, je vous emmène dans un autre lieu de notre catalogue emblématique à quelques kilomètres d'ici. Ici, on est sur la scène de la grande salle du Transborder. Alors, c'est une salle de concert qui rythme la vie culturelle lyonnaise depuis plus de 30 ans. Je me souviens d'un événement d'entreprise. On a eu un très beau concert. La petite anecdote, c'est que ce concert était joué par les salariés de l'entreprise et ils ont vraiment fait une performance qui était assez mémorable. Vous allez être accompagné par une équipe technique professionnelle avec qui vous allez pouvoir créer selon vos envies et vraiment laisser parler votre créativité. Vous êtes avec nous maintenant pour conclure cette séquence, cet événement. Beaucoup de choses ont été dites, j'ai retenu beaucoup de mentions. Innovation, tradition, transmission, transition, adaptation. Et tout ça dans le contexte de la Family Business Nation et de la Startup Nation. Vous allez pouvoir nous éclairer sur toutes ces notions avant, évidemment, d'aller pouvoir déguster les grands crus dont on a entendu parler. Donc, à mes côtés, un peu de patience. Bernard Rébier, vous êtes coprésident de Family Business Network en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, vous avez aussi une entreprise familiale, c'est Fairmob, sur laquelle on peut s'asseoir tranquillement pour déguster un bon verre de vin. Voilà, donc je commence par un mot ancien, c'est salutations à toute cette assemblée. Effectivement, une entreprise dont on dit qu'elle vend des chaises, en fait, c'est faux. Je le dis tout de suite. Notre métier, c'est plutôt de vendre de la joie de vivre en couleur. Mais on a comme support des tables, des chaises, des lumières et des terrasses. Et la fierté d'avoir une entreprise qui est essentiellement implantée dans la région, dans l'Ain, dans la Drôme et dans la Saône-et-Loire. Et depuis 2 ans, depuis bientôt 3 ans, en même temps que Veolia, Antoine Frérot, SEB, Thierry de la Tour d'Arthez, nous avons modifié notre gouvernance. J'étais PDG, je suis devenu président et mon fils ici présent en est LCO, le directeur général. Je suis un ex-autocrate dictateur comme Guy Mathiolon. Au passage, nos évolutions démontrent qu'on peut changer. Tout va bien, on a vraiment un fil rouge tout au long de la soirée, c'est parfait. À vos côtés, donc Pierre-Emmanuel Costeux, de votre côté, vous êtes associé et co-gérant de Family & Co. Merci donc d'avoir organisé ces événements. Pour reprendre ce fameux thème, la Family Business Nation, Startup Nation, quelle est un peu votre vision sur ces notions ? Alors d'abord, souvent on parle des startups et puis on parle des entreprises familiales. Moi, je voulais expliquer à tout le monde, mais vous le savez, mais on n'est pas forcément conscient, que toute entreprise familiale était une start-up. Donc une entreprise familiale, ce n'est jamais qu'une start-up
qui a une immense expérience. Donc ça donne beaucoup de force par rapport à ça. J'ai entendu là, une bonne partie des propos, donc faire une conclusion, c'est un peu, ce serait tout à fait prétentieux, mais la notion de durée a bien évidemment été mise en avant. Au passage, sur les startups, petite anecdote, parce qu'on en avait parlé, dans des interventions, je parle souvent, et la première fois que je l'ai fait, c'est dans le Jura, j'ai demandé à mes interlocuteurs s'ils connaissaient cette société qui était née pas loin de chez eux et qui comprenait 180 000 personnes dans le monde. Et tout le monde l'avait ignoré. Cette start-up, c'était en 1885, elle était née, c'était le Crédit Agricole qui est né dans le Jura. Ce que je veux dire par là, voilà, ce continuum d'histoire est quelque chose de très fort. Et puis de nombreuses notions ont été évoquées pour savoir comment on arrive à durer, comment on arrive à se transformer, tout en restant le même. L'exemple de Jean-Louis Chave qui dit « Nous sommes les mêmes, mais nous existons », alors je ne vais pas refaire, 13 générations, je ne sais plus, voire plus. C'est un mystère, mais qui a quand même quelques éléments qui les sous-tendent et qu'on retrouve de partout. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe entre justement ces entreprises qui sont là depuis certaines vraiment très longtemps et aujourd'hui peut-être un manque de visibilité ou un besoin en tout cas de gagner en visibilité, puisqu'on parle de cette Family Business Nation, qu'il faut la mettre en avant, qu'elle ait des atouts à jouer mais peut-être qu'ils ne sont pas assez connus et reconnus. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Emmanuel ? Comme on est à Lyon, je vais citer Antoine de Saint-Exupéry et ça fera le parallèle avec ce que tu viens de dire, Bernard. Antoine de Saint-Exupéry disait « Toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. » Et en fait, dans les entreprises familiales, elles ont été enfants aussi. Et c'est parce qu'elles s'en souviennent qu'elles conservent une grande modernité. On pourrait dire que les entreprises familiales ont été des entreprises à mission avant l'heure, qu'elles continuent de l'être, qu'elles continuent de se doter d'une vision de long terme, qu'elles continuent de porter en elles une identité forte. C'est toi, Pierre-Henri, qui disais tout à l'heure qu'avant de parler de projet d'entreprise, on parle de projet familial et on s'aligne sur un projet familial et sur une identité commune. Et que tout ça permet évidemment d'avoir une vision, une intention, une mission quelque part, qui projette l'entreprise sur le long terme. Et pour le coup, Jean-Louis Chave l'a très bien décrit, avec un horizon de temps de 550 ans. Et en même temps, il y a une grande agilité, il y a une grande capacité à se remettre en question, à essayer de changer les choses, comme Alexandra Mathiolon le disait tout à l'heure aussi, en disant on est dans du changement dans la continuité. Donc on respecte ce qui a été fait, mais en même temps, on n'hésite pas à le transformer. On n'hésite pas à passer du mobilier outdoor au mobilier indoor, si je parle un peu de Fermob. On n'hésite pas à travailler la résilience et la durabilité de business des bâtiments et travaux publics chez Serfim, etc., etc. Et donc c'est à la fois ce changement dans la continuité, cette histoire et cette modernité qui font l'exception et en même temps l'identité des entreprises familiales. Et en fait, les entreprises familiales ne demandent pas ce que l'on parle d'elles. Je crois que globalement, nous revendiquons, nous sommes dans la discrétion. Le réseau que je co-préside d'ailleurs se dit souvent discret. Il est non sollicitant, mais c'est un lieu d'échange relativement discret. Par contre, on nous demande de témoigner. Pourquoi ? Parce qu'on constate, les faits, les chiffres, la durée le prouvent, que la résilience des entreprises familiales est largement supérieure à la résilience des entreprises non familiales. Donc c'est ce mystère qu'on essaye de décrypter avec des mots qui ont été dits et qui sont ressortis à travers tous ces témoignages. L'anticipation en est un, j'ai retenu. La confiance aussi, que Pierre-Henri d'Entresangle a cité. Il ne faut pas croire que tous ces mots, anticipation, confiance, et il y en a encore d'autres, sont des acquis et qu'il n'y a aucun souci. La confiance, je reviens sur l'exemple que citait Pierre-Henri tout à l'heure, elle doit se construire et se consolider des deux côtés, entre la génération qui transmet et puis entre la génération qui prend les rênes. Rien n'est évident pour un père vis-à-vis de ses enfants de dire ils vont être capables.
Rien n'est évident de la part des enfants de dire « je vais être à la hauteur ». Et puis cette construction donc, demande du temps, c'est aussi pour ça que l'anticipation est nécessaire. Donc les témoignages des entreprises familiales sont des témoignages citoyens qui permettent, nous l'espérons en tout cas, de consolider la vie économique de notre pays. D'autant qu'on se trouve quand même dans un contexte économique qui se tend. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que justement, par rapport à ce que vous venez de dire sur la résilience, c'est une nouvelle crise parmi tant d'autres crises qui ont pu être racontées, comme on l'a entendu à l'instant? C'est un peu ça. Les anciennes start-up que nous sommes, pour parler des entreprises familiales, ont, et pour certaines depuis très longtemps, connu à peu près tout. Et je me permets de citer un exemple, c'est celui de Wendel. Priscilla de Moutier, sa présidente, il fait référence. C'est une entreprise qui est née en 1712 ou quelque chose comme ça. 1704, exactement. Et qui a connu des crises incroyables, 3 guerres. En plus, ils sont en Lorraine, on passe à l'aller, on passe au retour, la Révolution française avant, la nationalisation par un gouvernement de droite, et puis une affaire, et elle-même la cite, l'affaire La Fontasse hier, qui a ébranlé la holding familiale d'une façon très, très importante. Donc, quand on est dans la durée, l'exceptionnel, l'inattendu, fait partie de ça. Et on essaye de comprendre derrière pourquoi on a pu surmonter ces épreuves. Et quand on décrypte, on retrouve effectivement des mots anticipation, on retrouve des mots confiance, mais on retrouve aussi des données qui ont été essentielles, qui ont été indiquées, les valeurs. Mais en fait, ce n'est pas que les valeurs. En fait, il y a plusieurs choses dans ce qu'on appelle les valeurs. Il y a bien évidemment l'attention portée au capital économique. Il y a bien évidemment l'attention portée aussi au capital culturel et puis l'attention portée à ce capital des valeurs. Alors, ce n'est pas exactement exclusivement des valeurs familiales. Des valeurs familiales sans vision économique, ça ne fait pas une entreprise qui dure. Des valeurs exclusivement culturelles sans dimension familiale, ça ne fait pas... Voilà, c'est... Petit à petit, on avance pour décrypter ce mystère de ces entreprises familiales qui arrivent à durer, mais on voit bien qu'il y a ces 3 composantes. Et j'ai souvent coutume de dire, attention, la transmission n'est pas unique. Distinguons la transmission patrimoniale, distinguons la transmission managériale, et puis n'oublions pas la transmission culturelle ou la transmission des valeurs. Quel regard vous portez, Pierre-Emmanuel, sur ces enjeux de transmission et peut-être un côté un peu humain? Parce que tout ça aussi, ce sont des gens, des familles, des histoires de parents et d'enfants. J'ai compris qu'il fallait que je trouve un mot en sion. Et donc, pas de pression. Ouais, celui-là, il marche, mais il ne s'écrit pas pareil. Non, plus sérieusement, en fait, nous, on aime bien parler de cogénération. Tu disais, Bernard, comment est-ce qu'un père peut être sûr que son fils ou sa fille va pouvoir prendre la suite dans tous les sens du terme? C'est un travail, une réflexion, une construction qui se définit, se détermine dans le temps à plusieurs générations. Ce n'est pas, encore une fois, une génération précédente qui va dire à la génération suivante c'est comme ça que ça va se passer, ni la génération suivante qui va dire c'est comme ça que ça va se passer. C'est les générations ensemble qui vont construire la suite, l'écrire, la définir, etc. Et là, on rentre effectivement dans l'humain, on rentre dans des relations entre des enfants et des parents, des cousins entre eux, etc., etc. Et ça se construit nécessairement dans le temps, mais c'est aussi ça qui revitalise, redéfinit, réénergise l'histoire familiale, que ce soit pour la génération présente comme pour la génération suivante, puisque la génération précédente va trouver une nouvelle énergie dans le fait de construire la suite avec les générations suivantes, et vice-versa. Donc voilà, ce terme de cogénération, il veut à la fois dire que toutes les générations partagent entre elles et qu'elles se redonnent de l'énergie mutuellement. Pour aider à cette cogénération, moi je suis un ardent défenseur des gouvernances largement ouvertes et je voulais rebondir sur ce qu'Alexandra a dit tout à l'heure en disant c'est maintenant doté, y compris au niveau de notre holding familial, de regard extérieur.
Moi, je vais vous raconter une anecdote. Il se trouve que dès ma recréation de Fermob, donc ce petit atelier de 10 personnes, j'ouvre largement mon conseil d'administration à des gens de l'extérieur, ce qui pouvait paraître très prétentieux quand on était 10. 30 ans après, j'ai un commissaire aux comptes fidèle, atteint par l'âge de la retraite. On va au restaurant et je lui dis « Qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans l'histoire de Fermob ?» Alors je m'attendais à ce qu'ils disent « Tes produits, ton internationalisation, ton charisme personnel », enfin un truc un peu sympathique, quoi. Et pas du tout, il me répond « Ton conseil d'administration ». Et j'avoue que je suis resté bouche bée et je me suis un peu refait l'histoire de finalement la chance que j'avais eue d'oser m'ouvrir en n'étant que 10 personnes. Et effectivement, je pense que cette ouverture à travers un conseil d'administration qui avait des personnalités indépendantes a été un grandiose point d'appui, une part de la réussite, de l'évolution de notre entreprise. Et donc, c'est aussi un témoignage que je voulais apporter, puis un des éléments qui fait une des explications du mystère des entreprises familiales qui arrivent à durer. On a beaucoup parlé du passé, d'histoire, de transmission. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit exercice un peu de prospective et d'essayer de regarder vers l'avant ? De quoi ont-elles besoin, ces entreprises familiales, pour affronter les années à venir ? Et puis, comment est-ce que vous voyez un peu les priorités ou les enjeux actuels ? Bon, alors déjà, de stabilité législative, ça c'est dit, on le sait tous, voilà, c'est fait. De quoi ont-elles besoin ? D'avoir conscience de leurs valeurs et de s'assurer de la cohérence entre les valeurs actionnariales, les valeurs de l'entreprise et éventuellement des valeurs de la marque selon les marchés auxquels on s'adresse. Nous veillons, en tout cas chez nous, énormément à la cohérence de ces valeurs. Ce n'est pas forcément les mêmes mots, il faut les formaliser. On les a formalisés au niveau de notre holding familial. Nous les avons formalisés depuis très longtemps au niveau de l'entreprise. Et les valeurs de la marque que la directrice marketing et tout formalise de son côté, bon, elles existent, mais on s'assure en permanence de la cohérence entre ces trois niveaux. Et j'ai eu un jour quelqu'un de l'extérieur qui m'a dit, écoutez, avec une colonne vertébrale pareille, vous êtes hyper solide. Donc, veillez à sa colonne vertébrale. Toutes les vertèbres sont importantes. Oui, je pense qu'au-delà du contexte exogène qu'on maîtrise finalement assez peu, et notamment dans le contexte politique actuel, je rejoins totalement Bernard. Pour moi, je retiens, allez, on va dire quatre mots. Elles ont besoin de garder le courage qu'elles ont toujours eu, de changer, d'évoluer, de garder l'agilité qui est inhérente aux entreprises familiales. Quand on a une famille diverse, on apprend à gérer les profils, les personnalités diverses, et donc on apprend à le traduire dans l'entreprise. Garder l'humilité qui fait les temps longs. Tu le disais en disant, même quand on n'a été que 10, on ouvre à l'extérieur. Ça, c'est faire preuve d'humilité, de dire, je ne sais pas tout. Et j'ai besoin de m'entourer pour être meilleur, etc. Et puis garder en elle cette responsabilité vis-à-vis de l'entreprise elle-même, mais vis-à-vis des parties prenantes, de la société, de l'ancrage territorial dans lequel elles sont. Et si elles gardent cette colonne vertébrale, pour reprendre tes mots, Bernard, je pense qu'elles n'ont pas grand-chose à craindre, y compris dans un contexte pourtant politique et économique qui est particulièrement difficile. Et je précise, actionnaire, c'est un vrai métier. C'est un métier avec ses responsabilités. L'image de l'actionnaire est souvent déformée à travers quelques caricatures, mais c'est un vrai et beau métier parce qu'il s'inscrit dans le temps très très long. On arrive au terme de cette soirée, enfin au terme de cette partie de la soirée, hein, je sais qu'il y en a une autre. Est-ce que vous aviez un dernier mot à partager pour conclure ? Je voudrais dire deux choses. Les échanges dans ce domaine, même dans ce domaine qui peut paraître intime, les échanges sont extrêmement intéressants. J'en témoigne à travers le FBN que je co-préside. Et puis à côté de ça, il y a des tas d'organismes prêts à vous soutenir. J'en ai à mes côtés. Et puis l'autre remarque
c'est que je dis ça souvent, enfin, à chacune de mes interventions, on met souvent en avant l'histoire de l'entreprise et celui qui transmet, mais celui qui doit être l'objet de toutes les attentions. Et bon, je ne veux pas dire le héros, parce que quand on dirige une entreprise, on ne cherche pas à être un héros, mais c'est celle ou celui qui reprend le flambeau. C'est votre fils qui est dans la salle, en fait. Alors, c'est ça que vous essayez de dire. Pour moi, c'est mon fils, mais bon, on en a entendu sur scène et tout. Voilà. Nous, on a été des produits d'une histoire. Nous, voilà, hein, ceux qui, la génération d'avant, donc le père de Pierre-Henri, le père d'Alexandra, voilà, produit de circonstances plus ou moins heureuses, tout, etc. Mais l'histoire de ce côté-là, elle est terminée. Et ceux qui doivent être l'objet de l'attention de la société, ben, c'est la génération qui le dirige aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, j'apporte tout mon cœur et tout mon soutien à ces nouveaux dirigeants, à ces nouveaux responsables. Et je souhaite aussi bon vent aux enfants de Jean-Louis Chave. Non, mais tout a été dit. Encore une fois, ces histoires, il faut les faire connaître. Et il faut aussi diffuser cette confiance en l'économie familiale qui est fondamentale dans l'économie française. Je rappelle que plus de 60% des PME sont familiales, plus de 60% des ETI sont familiales, 60% des emplois en France sont issus d'entreprises familiales. Et donc c'est une clé fondamentale de l'économie française. Et il faut avoir confiance en cette clé-là depuis qu'elle existe. Et encore une fois, il faut avoir confiance en cette vision du temps long des entreprises familiales. Je vais en rajouter une parce que ça me tient à cœur. Le pacte Dutreil n'est pas une niche fiscale. Le pacte Dutreil est un formidable outil économique au service de l'économie de toute la France. Merci beaucoup. Merci Ingrid.